Vous êtes venu acheter un camion? Le millionnaire ricana avec dédain. Ceci coûte de plus cher que tout votre garage. Léa Dubois nettoya ses mains pleines de cambouis, le regarda fixement et répondit « Je sais, et j'en veux 50. » Le silence qui suivit fit même le vent s'arrêter. Personne là-bas n'imaginait qui elle était vraiment, ni ce qui était sur le point de se produire dans cette vente aux enchères. Et mon ami, si cette histoire vous a rendu curieux, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous suivez cette histoire. Laissez-moi vous raconter une histoire qui m'émeut encore chaque fois que je m'en souviens. C'est l'histoire d'une jeune femme que beaucoup de gens ont sous-estimée, mais qui gardait un secret que personne n'imaginait. Faites attention, car ce que vous allez entendre fait partie de ces histoires qu'on n'oublie pas. Léa Dubois n'avait que 24 ans ce mardi matin, le 15 avril 2025. Le soleil tapait déjà fort lorsqu'elle gara sa Renault Kangoo blanche, année 2018, sur l'immense parking de la concession Mercedes-Benz à Lyon, région Auvergne-Rhône-Alpes. L'endroit était animé, rempli d'hommes en costume cravate, circulant entre des camions rutilants, tout cela pour la plus grande vente aux enchères de véhicules lourds du semestre. 0 km au compteur, une fortune sur roue. Léa descendit de son pick-up, vêtue de sa combinaison de mécanicienne bleue, celle-là même qu'elle portait tous les jours à l'atelier. Le tissu était propre, mais les anciennes taches de cambouis ne partaient plus. Des marques permanentes d'années passées à travailler avec des moteurs. Sur la poitrine gauche, brodée en fil blanc, était écrit « Dubois ». Elle attacha ses cheveux châtains en une simple queue de cheval, enfila ses baskets noires, déjà un peu usées, mais confortables, et prit sa boîte à outils du siège arrière. Oui, des outils, parce que Léa n'allait pas seulement regarder ses camions, elle allait les examiner pour de vrai. En marchant parmi les actros alignés, Léa sentait l'odeur caractéristique du pneu neuf mélangée à l'arôme métallique de l'atelier. Cette odeur lui avait toujours apporté la paix. Depuis toute petite, depuis l'époque où elle voyageait dans la cabine du camion de son père sur les routes de France, cette odeur signifiait travail honnête, dignité, vie. Son père, Marc Dubois, avait été chauffeur routier pendant 26 ans, un homme simple, de peu de mots, mais qui aimait cette cabine comme si c'était sa deuxième maison. Et c'était, d'une certaine manière, lui et Léa passaient plus de temps sur la route qu'ailleurs. La mère de Léa est décédée quand elle n'avait que 3 ans. Cancer du sein, rapide et brutal. Marc s'est retrouvé seul avec une petite fille et un Renault Magnum bleu, année 1995, qui était tout ce qu'il possédait au monde. Il n'avait pas de famille proche, pas de réseau de soutien, alors il a fait ce qu'il pouvait. Il a emmené sa fille avec lui. Dès l'âge de 8 ans, Léa connaissait chaque centimètre de ce camion. Elle connaissait le rugissement spécifique du moteur L6 de 11 litres quand il était en bonne santé et savait identifier tout bruit étrange avant même que le problème ne s'aggrave. C'est sur les routes, dans des stations-service éclairées par des lampes jaunâtres à 3 heures du matin, que Léa a appris la mécanique pour de vrai. Quand l'argent était trop juste pour payer un mécanicien, et c'était presque toujours le cas, c'était elle et son père qui mettaient la main à la pâte. Elle tenait la lampe de poche pendant que Marc changeait le filtre à huile. Elle passait les bons outils quand il réglait les injecteurs, et quand elle a eu 15 ans, elle était déjà capable de démonter et de remonter un moteur Scania complet toute seule. Marc était fier d'elle. Il y a 6 ans, par une nuit pluvieuse de juin, sur l'autoroute A6, Marc a perdu le contrôle du Renault Magnum dans un virage. Le camion a basculé, il n'a pas survécu. Léa avait 18 ans. Elle venait de terminer son baccalauréat dans un lycée public de Lyon. Et, soudain, elle était complètement seule au monde, sans mère, sans père, sans famille. Elle n'avait que le vieux camion qui était cabossé, mais roulait encore. Et 3 500 € sur son compte épargne. Beaucoup de gens ont pensé qu'elle allait vendre le Renault Magnum et essayer de trouver un emploi de vendeuse, d'hôtesse d'accueil, n'importe quoi loin des routes. Mais Léa avait quelque chose qui bouillonnait en elle. C'était un mélange de douleur, de nostalgie et de détermination. Elle n'allait pas gâcher tout ce que son père lui avait appris.
Elle a obtenu son permis de conduire poids lourd, a réparé le camion de ses propres mains en utilisant des pièces de casse et a repris les mêmes routes que son père. Lyon, Paris, Paris, Marseille, Marseille, Lyon. Des cycles interminables, transportant tout ce qui se présentait, nourriture pour animaux, ciment, meubles, appareils électroniques. Les premiers mois, elle dormait dans la cabine pour économiser, mangeait des repas froids, prenait sa douche dans les stations-service. Chaque centime qu'elle gagnait était économisé ou réinvesti dans le camion. Mais le véritable tournant est venu lorsque d'autres chauffeurs routiers ont commencé à remarquer son talent pour réparer les moteurs. Léa avait un don rare. Elle parvenait à diagnostiquer des problèmes complexes sur les moteurs diesel rien qu'en écoutant leur fonctionnement. Un grincement par-ci, un claquement par-là, un sifflement différent, et elle savait déjà exactement quelle pièce était défaillante. En peu de temps, elle n'était plus seulement la fille de Marc qui conduisait maintenant son camion. Elle était cette jeune femme qui comprenait les moteurs mieux que bien des vieux routiers. Et les demandes ont commencé à affluer. Un chauffeur par-ci, un autre par-là. Léa, jette un œil à mon Volvo. Mademoiselle, mon Scania fait un bruit bizarre. Vous pouvez regarder? Et elle facturait peu cher, mais elle facturait et réinvestissait tout. En 8 mois, elle a acheté son 2e camion. En 5 de plus, le 3e. Elle a embauché des chauffeurs, des gens de confiance qu'elle connaissait de la route, a créé des itinéraires fixes, a établi des contrats avec des entreprises et n'a jamais cessé d'étudier. La nuit, après avoir conduit toute la journée, elle lisait des manuels techniques de moteurs Mercedes, Scania, Volvo, Volkswagen. Elle étudiait les systèmes d'injection électronique Common Rail, les turbos à géométrie variable, les boîtes de vitesse automatisées et shift. Tout seul, tout par elle-même. Maintenant, 6 ans après la mort de son père, Léa était propriétaire de Logistique Dubois, une entreprise de transport qui exploitait 847 camions propres et employait 100 employés dans 7 régions françaises. Le chiffre d'affaires annuel atteignait 380 millions d'euros, mais presque personne ne le savait. Elle ne donnait pas d'interview, n'apparaissait pas dans les magazines économiques, ne fréquentait pas les événements du secteur, continuait de porter sa combinaison, continuait de se salir les mains de cambouis, continuait d'inspecter personnellement l'entretien de sa flotte. Et c'est exactement pourquoi ce matin-là, à Lyon, personne ne se doutait de qui elle était vraiment. Léa ouvrit le capot du premier Actros de la rangée et se pencha pour examiner le moteur 6 cylindres en ligne, 8 litres de puissance. Ses doigts coururent sur les conduits d'admission, vérifiant l'absence de jeu ou de fissure. Elle approcha son oreille du bloc moteur, frappa légèrement, avec les phalanges, à des points stratégiques, écoutant le son métallique qui résonnait. Pour ceux qui ne comprenaient pas, cela ressemblait à un rituel étrange. Pour elle, c'était de la science pure. Chaque son révélait la densité du matériau, indiquait s'il y avait des fissures internes, montrait l'état réel de conservation. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua même pas quand une ombre se projeta sur le moteur. Une voix masculine, grave et pleine d'ironie, coupa l'air. « Mademoiselle, cette vente aux enchères est destinée aux entrepreneurs qui achètent des camions, pas aux mécaniciens qui les réparent. » Léa leva les yeux et se retrouva face à un homme grand, probablement à la fin de la trentaine, portant un costume gris anthracite qui devait coûter plus cher que ce qu'elle dépensait en 3 mois de dépenses personnelles. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés en arrière avec du gel. La montre à son poignet était une Rolex Submariner qui valait facilement 80 000 €. Et le sourire sur son visage était de ceux qui n'atteignent pas les yeux. Un sourire de supériorité, celui de quelqu'un qui s'amuse de sa propre blague. Derrière lui, 3 assistants vêtus de costumes plus simples tenaient des bloc-notes et des tablettes. Tous regardaient Léa, avec des expressions mêlant curiosité et mépris. Plus loin derrière, Léa put voir une Porsche 911 Carrera S argentée garée dans la zone VIP, certainement la voiture de cet homme, une fortune sur 4 roues.
Léa nettoya ses mains sur un chiffon qu'elle gardait dans la poche de sa combinaison et répondit calmement, sans changer le ton de sa voix. « Je sais, j'évalue avant d'acheter. » La réponse provoqua un rire sincère chez l'homme. Ce n'était pas un rire contenu, c'était un éclat de rire assez fort pour faire tourner plusieurs têtes dans leur direction. « Achetez-vous » Il regarda ses assistants comme s'il cherchait confirmation d'avoir bien entendu. « Ces camions coûtent plus d'1 demi-million d'euros chacun, ma chère. Vous gagnez quoi? 500 € par mois ?» Léa sentit le sang lui monter à la tête, mais garda une expression neutre. Elle connaissait des hommes comme ça. Elle en avait croisé des dizaines au fil des ans, des hommes qui la regardaient et ne voyaient qu'une femme en combinaison sale. Jamais l'entrepreneuse qui signait des contrats de millions. Elle aurait pu répondre du tac au tac. Elle aurait pu remettre cet homme à sa place, avec une demi-douzaine de mots, mais ce n'était pas encore le moment. L'homme trouva cela encore plus drôle. Il se tourna vers l'un des assistants et parla fort, voulant que d'autres personnes l'entendent. « Claude, vous entendez ça? Mademoiselle a son propre garage et est venue acheter un camion Mercedes aux enchères. » Il reporta son attention sur Léa avec ce sourire condescendant qu'elle détestait tant. « Écoutez, ma chère, laissez-moi vous donner un conseil. Ces camions ici ne sont pas des jouets. Et l'échelle est haute. Vous devez être habitué à réparer de vieux Renault Midlum, des trucs de casse. Mais ça, c'est du Mercedes-Benz, c'est de la technologie allemande, c'est Euro 6, c'est de l'injection Common Rail de dernière génération, ce n'est pas votre monde. » Léa ferma le capot de l'Actros avec soin, sans faire de bruit, et regarda directement l'homme dans les yeux. Elle avait développé cette capacité au fil des ans, regarder dans les yeux ceux qui la sous-estimaient et ne pas détourner le regard. Ne jamais montrer de faiblesse, ne jamais baisser la tête. « Et vous, monsieur, vous savez ce qu'est un système Common Rail ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. L'homme cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à la question. « Bien sûr que je sais, » répondit-il automatiquement, mais l'hésitation dans sa voix trahit le mensonge. « Alors, expliquez-moi la différence entre la pression d'injection d'un système Common Rail, un 800 bars et un 2500 bars, et comment cela impacte la consommation de carburant et les émissions de NOx. » Silence. L'homme ouvrit la bouche, la referma, regarda ses assistants comme si l'un d'eux allait le secourir. Aucun d'eux n'avait de réponse. Il devint rouge et Léa sut qu'elle avait touché la cible. Mais au lieu d'admettre son ignorance, il fit ce que les hommes comme ça font toujours. Il attaqua. « Écoutez, jeune femme, je n'ai pas besoin de connaître les détails techniques. Pour cela, j'ai des mécaniciens. Je suis un entrepreneur. Je m'occupe de la gestion, des contrats, du gros argent. Vous savez peut-être changer l'huile et serrer des vis, mais je parie que vous ne savez même pas ce qu'est un flux de trésorerie. » Un petit groupe commença à se former autour d'eux. D'autres participants à la vente aux enchères, attirés par la voix forte de l'homme, s'approchaient pour voir ce qui se passait. Léa reconnut quelques visages. Des propriétaires d'entreprises de transport moyennes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Île-de-France. Des gens qu'elle avait déjà vus lors d'événements du secteur, mais qui ne lui avaient jamais prêté attention, parce que, eh bien, elle était toujours en combinaison, toujours mélangée aux mécaniciens et aux chauffeurs. L'un des assistants de l'homme en costume, un jeune homme à lunettes, commenta assez fort pour que tout le monde entende « Chef, elle doit être ici pour essayer de trouver un service après la vente aux enchères. Il y a toujours de l'entretien à faire sur les camions avant de les mettre sur la route. » Le chef frappa dans ses mains comme s'il avait eu une grande idée. « Exactement. Écoutez, ma chère, après que j'aurai acheté mes camions ici, j'aurai peut-être besoin de quelqu'un pour faire une révision de base dessus. Je peux vous embaucher, je paye bien. Voyons voir. 50 € par camion pour que vous fassiez un nettoyage général, vérifier les fluides, ces choses-là. Qu'en dites-vous? C'est un bon complément de revenus pour vous. » Quelques rires résonnèrent dans le groupe. Léa réalisa que cela devenait un divertissement pour ces gens. La mécanicienne pauvre remise à sa place par le riche entrepreneur. Amusant, n'est-ce pas? Elle serra les poings
dans les poches de sa combinaison, respira profondément et compta jusqu'à 5 avant de répondre. Son père disait toujours « Ma fille, quand quelqu'un te sous-estime, ne crie pas, réponds avec des faits, parce que les cris se perdent dans le vent, mais les faits restent gravés dans la mémoire. » « Ah, je ne suis pas intéressé par le lavage de camions, » répondit Léa avec fermeté. « Je suis venu ici pour acheter. » L'homme eut de nouveau ce rire fort, mais cette fois, il fut accompagné de plusieurs autres. Le groupe autour d'eux avait grossi pour atteindre au moins 15 personnes. « Ah, vraiment? Et combien allez-vous en acheter ?» Il croisa les bras, s'amusant clairement. « 1, 2, si la banque approuve un financement très généreux. » Léa soutint son regard pendant 3 secondes complètes. Elle sentait son cœur battre vite dans sa poitrine, non pas de peur, mais de rage contenue. Rage contre cet homme, rage contre tous les hommes comme lui qu'elle avait rencontrés au cours de sa vie. Des hommes qui pensaient qu'un diplôme accroché au mur et un compte en banque bien garni les rendaient supérieurs à ceux qui comprenaient vraiment le travail, à ceux qui mettaient vraiment la main à la pâte. Et puis elle dit d'une voix claire, qui coupa toutes les conversations autour, « 50. » Le silence qui suivit fut si profond que Léa put entendre le vent faire claquer les drapeaux Mercedes-Benz à l'entrée du parking. L'homme en costume cligna des yeux 3 fois, comme s'il traitait ce qu'il venait d'entendre, puis éclata de rire, étant immédiatement accompagné par au moins 10 personnes autour. « 50 camions Mercedes, les amis, vous avez entendu ça ?» Il se tourna vers l'auditoire improvisé, désignant Léa comme si elle était une attraction de cirque. « Elle veut acheter 50 camions. Ça fait, laissez-moi faire le calcul ici, environ 29 millions d'euros. Ma chère, vous n'avez même pas l'argent pour la compte d'un seul. » Les rires augmentèrent. Quelqu'un commenta « Ça doit être une blague d'Internet, il doit y avoir une caméra cachée. » Un autre dit « Elle ne sait même pas ce que représente cet argent. » Un troisième, la pauvre, elle doit confondre avec 50 vices. Commentez un mot qui décrirait ce que vous ressentiriez à la place de Léa à ce moment-là. L'homme en costume était radieux, adorant clairement être le centre de l'attention. Il s'approcha de Léa, baissa un peu la voix, mais toujours assez fort pour que tout le monde entende. « Écoutez, je vais vous donner un autre conseil gratuit, d'accord ? Retournez à votre garage, réparez vos vieux petits camions, gagnez votre argent honnêtement. Ce monde ici, le monde des grandes affaires, n'est pas un endroit pour des gens comme vous. Ici, vous ne ferez que vous humilier. Et je ne veux pas voir une si jeune femme avoir honte quand elle ne pourra pas payer l'enchère qu'elle a faite. » Léa respira profondément. Elle pouvait sentir toutes ces personnes la regarder. Elle pouvait sentir le poids du jugement, du mépris, de la certitude absolue qu'ils avaient qu'elle n'était qu'une mécanicienne pauvre et rêveuse qui ne connaissait pas sa place dans le monde. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a souri, un petit sourire tranquille, de ceux qui portent un secret que personne d'autre ne connaît. « Vous avez raison, monsieur, » dit-elle calmement. Elle fit une pause. Avant que l'homme ne puisse répondre, une voix amplifiée résonna par les haut-parleurs de la cour. « Attention, messieurs les participants. La vente aux enchères commencera dans 15 minutes. Nous vous demandons de bien vouloir vous diriger vers le pavillon principal et d'occuper vos places. Nous vous rappelons que les enchères devront être faites avec les plaques numérotées qui ont été distribuées lors de l'accréditation. Bonne chance à tous. » Le groupe commença à se disperser, marchant en direction du grand pavillon à structure métallique au centre du complexe. L'homme en costume jeta un dernier regard à Léa, secoua la tête comme s'il avait pitié d'elle et suivit avec ses assistants. Léa resta immobile pendant 1 minute de plus, seule entre les camions. Elle regarda l'Actros à côté, passa légèrement la main sur la carrosserie froide et murmura quelque chose que seule elle entendit. « Papa, celui-ci est pour toi et pour les 50 prochains aussi. » Alors elle prit sa plaque de participante, numéro 47, et marcha d'un pas ferme en direction du pavillon, prête à montrer à ces gens la plus grande erreur qu'ils avaient commise. Sous-estimer une femme qui avait construit un empire en silence. Le pavillon était bondé.
Plus de 200 personnes occupaient les chaises disposées en rangée, toutes tournées vers la scène où le commissaire-priseur ajustait déjà le microphone. La climatisation luttait contre la chaleur d'avril, mais même ainsi, l'ambiance était étouffante avec tant de monde concentré là. Léa choisit un siège dans la 5e rangée du côté gauche. Pas trop en avant pour ne pas attirer l'attention, pas trop en arrière pour ne pas paraître incertaine. Elle posa sa plaque numéro 47 sur ses genoux et croisa les mains dessus, respirant lentement pour calmer son cœur qui insistait pour s'accélérer. 3 rangées plus loin, elle pouvait voir la nuque de l'homme en costume gris. Il était assis à une position privilégiée, entouré de ses 3 assistants, conversant animément avec d'autres entrepreneurs autour. De temps en temps, il riait fort, s'assurant que tout le monde remarque sa présence. Léa observa quand il salua effusivement un monsieur aux cheveux gris, probablement un entrepreneur important du secteur. Il était de ce genre de personne qui avait besoin d'être vu, qui avait besoin d'être reconnu, qui mesurait sa propre valeur par le nombre de poignées de main qu'il donnait. Le commissaire-priseur frappa 3 fois sur le microphone, produisant un bruit métallique qui résonna dans le pavillon et fit cesser progressivement les conversations. « Bonjour à tous, mon nom est Antoine Lefebvre. Je suis commissaire-priseur officiel enregistré à la Chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce sera un plaisir de diriger cette vente aux enchères aujourd'hui. » C'était un homme d'environ 55 ans, aux cheveux gris, des lunettes à monture métallique, une voix ferme et claire de quelqu'un qui faisait cela depuis des décennies. Avant de commencer, je dois rappeler les règles. Tous les participants ici présents ont été préalablement enregistrés et leur capacité financière a été vérifiée par Mercedes-Benz France. Par conséquent, toutes les enchères faites seront considérées comme valides et contraignantes. Il fit une pause, regardant l'auditoire par-dessus ses lunettes. Le paiement devra être effectué dans les 48 heures ouvrables via virement bancaire ou chèque de banque. La documentation complète des véhicules sera transférée dans les 5 jours ouvrables après la confirmation du paiement. Des questions? Silence. Excellent. Alors commençons. Les premiers lots furent vendus aux enchères sans grandes émotions. Des camions individuels ou en petits groupes de 3-4 unités. Les enchères montaient progressivement. Les entrepreneurs levaient leurs plaques avec des mouvements discrets et le commissaire-priseur menait le tout avec la précision d'un chef d'orchestre. Léa observait attentivement, étudiant le modèle, comprenant le rythme. Elle remarqua que la plupart des acheteurs étaient conservateurs, faisant de petites enchères incrémentales, ne risquant jamais de très grands sauts de valeur. Quand l'horloge sur le panneau numérique affichait 10h47, le commissaire-priseur annonça « Lot numéro 7, c'est l'un des lots premium d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. » Il fit une pause dramatique. 50 unités de Mercedes-Benz Actros 2GAR2, moteur de 460 chevaux, Euro 6, année 2023. 0 km au compteur chacun. Les camions ont subi une révision complète dans le réseau agréé Mercedes avec une garantie étendue de 2 ans. Un murmure parcourut le pavillon. 50 camions d'un coup n'étaient pas pour les amateurs. C'était pour les grandes entreprises, pour ceux qui avaient la structure et le capital. Léa vit l'homme en costume se redresser sur sa chaise, se préparant. Il murmura quelque chose à l'un des assistants qui hocha la tête et prit des notes sur la tablette. Commençons. 29 millions d'euros pour le lot complet. Avant qu'aucune main ne se lève, avant qu'aucune plaque ne soit levée, une voix féminine claire et ferme résonna dans le pavillon. 29 millions d'euros. Toutes les têtes se tournèrent instantanément. Le commissaire-priseur leva les yeux du pupitre, cherchant l'origine de la voix. Léa était debout, tenant la plaque numéro 47 bien haut, le bras complètement tendu, sans trembler. Le silence dura 3 secondes complètes, et puis le murmure commença. Des dizaines de conversations simultanées à voix basse, des gens se tournant sur les côtés, désignant discrètement, demandant qui était cette jeune femme en combinaison qui venait de faire une enchère de 29 millions d'euros. L'homme en costume se retourna complètement sur sa chaise, les yeux écarquillés. Quand il reconnut Léa,
Son visage passa par une séquence d'expressions. Surprise, incrédulité et ensuite colère, pure colère. Il se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le sol, et cria au commissaire-priseur. « Elle plaisante, monsieur le commissaire-priseur. Vérifiez si cette jeune femme a le crédit pour cette enchère. C'est absurde, elle n'a pas l'argent pour ça. » Le pavillon explosa en conversation, des gens se levant, tendant le cou pour mieux voir, faisant des commentaires. Antoine Lefebvre, le commissaire-priseur, garda son calme professionnel. Il regarda son assistant, un jeune homme qui tenait une tablette, et fit un geste. L'assistant tapa quelque chose rapidement, vérifia les informations et hocha la tête positivement. « Monsieur » dit le commissaire-priseur d'une voix ferme, regardant directement l'homme en costume. Tous les participants à cette vente aux enchères ont été préapprouvés sur la base d'une documentation financière complète. La participante numéro 47 est dûment enregistrée et habilitée. L'enchère est valide. L'homme devint rouge. Rouge de colère, d'humiliation, d'incrédulité. Il regarda ses assistants comme s'il voulait une explication, comme s'il y avait une erreur dans le système, une défaillance. L'un d'eux lui murmura quelque chose à l'oreille, montrant des chiffres sur la tablette. L'homme respira profondément, serra les poings et cria pratiquement « 5 millions d'euros !» Léa n'hésita pas une demi-seconde, comme si elle continuait simplement une conversation. « 30 millions d'euros !» Le murmure se transforma en bruit. Les gens commencèrent à se lever, et voulant mieux voir cette dispute improbable. Qui était cette mécanicienne? D'où venait tout cet argent? Que se passait-il là? L'homme en costume transpirait maintenant. Léa pouvait le voir de là où elle était. Il se tourna rapidement vers l'un des assistants, le plus âgé, qui semblait être le directeur financier. Il y eut une conversation précipitée, murmurée, mais intense. L'assistant montra des chiffres sur la tablette, secoua la tête négativement à certaines questions, fit des calculs rapides. L'expression de l'homme en costume devint de plus en plus tendue. Il avait de l'argent. Léa le savait. Mais il n'avait pas assez d'argent liquide pour continuer cette guerre d'enchères, sans compromettre toute la structure financière de son entreprise. Elle avait étudié les transports Bernard avant de venir à la vente aux enchères. Elle savait que l'entreprise avait des problèmes de trésorerie. Elle savait qu'ils avaient perdu des contrats importants au cours des 18 derniers mois. Elle savait qu'ils étaient désespérés de renouveler leur flotte, mais sans fonds de roulement sain. L'homme regarda Léa, les yeux injectés de haine et de désespoir. Il était acculé et le savait. Mais l'orgueil, cet immense orgueil que les hommes comme lui portent comme une armure, ne le laissait pas abandonner. Pas devant toutes ces personnes, pas après avoir humilié la jeune femme publiquement sur le parking une demi-heure auparavant. « 35 millions d'euros !» cria-t-il, la voix un peu tremblante. Léa maintint la plaque levée et dit avec un calme qui contrastait complètement avec son désespoir. 31 millions d'euros comptant. Virement dès aujourd'hui. L'impact de ces mots fut comme une bombe, explosant silencieusement. 31 millions d'euros comptant, sans financement, sans échelonnement, sans avoir besoin d'approbation bancaire. Le commissaire-priseur haussa les sourcils, sincèrement impressionné. En toutes ces années de profession, il avait rarement vu des enchères de cette magnitude être payées comptant. L'homme en costume devint pâle, littéralement pâle. La couleur s'enfuit de son visage comme si quelqu'un avait ouvert un robinet et drainé tout le sang. Il regarda le directeur financier qui se contenta de secouer la tête négativement, lentement, avec une expression qui disait tout. « Nous n'avons pas cet argent disponible. Pas comme ça, pas comptant. »« 31 millions d'euros comptant », répéta le commissaire-priseur, sa voix résonnant dans le pavillon maintenant complètement silencieux. « Une fois !» L'homme en costume était immobile, figé, les poings serrés si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. 2 fois. Il ouvrit la bouche, essaya de dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Autour, les gens regardaient comme s'ils assistaient à une finale de championnat, retenant leur souffle. « Vendu à la participante numéro 47.
Le coup de marteau du commissaire-priseur sur la table résonna comme un coup de feu. Le pavillon explosa en conversation, des gens se levant, désignant, demandant, spéculant sur qui était cette femme, comment elle avait tant d'argent, de quelle entreprise elle venait. Léa resta debout, la plaque toujours levée, le cœur battant fort, mais le visage complètement serein. Elle avait appris avec les années. Ne jamais montrer ses émotions en public, ne jamais laisser voir si vous êtes nerveuse, heureuse, effrayée ou soulagée. Gardez un visage neutre et laissez vos actions parler pour vous. L'homme en costume se tourna complètement vers elle. Ses yeux étaient écarquillés, sa respiration lourde. Il descendit les marches qui séparaient les rangées à grands pas, trébuchant presque, ses assistants essayant de le suivre. Quand il arriva devant Léa, il tremblait de rage, d'humiliation, de choc. « Vous !» Il cracha les mots, le visage à quelques centimètres du sien. « Il n'existe pas de mécanicienne en France qui ait 31 millions d'euros sur son compte. Quand vous ne pourrez pas payer, ils vous poursuivront en justice. Ils vous détruiront et j'achèterai ces camions à un prix encore meilleur. Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. » Léa le regarda avec ce calme qui mettait les gens mal à l'aise. Elle laissa quelques secondes s'écouler, le laissa bouillir dans sa propre haine et dit alors doucement, mais assez fermement pour que ses assistants l'entendent aussi. « Monsieur Bernard, j'ai déjà transféré le montant. Vous pouvez demander au commissaire-priseur. » L'homme se figea. « Comment savez-vous mon nom ?» À ce moment, Antoine Lefebvre, le commissaire-priseur, descendait de la scène avec une tablette à la main. Il s'approcha du groupe qui s'était formé autour de Léa et de l'homme en costume. D'une voix professionnelle, il dit « Monsieur Bernard, je confirme que le virement a été effectué et est déjà en cours de traitement. » Il tourna la tablette pour que Thomas puisse voir l'écran. 31 millions d'euros du compte professionnel de Logistique Dubois SARL à Mercedes-Benz France SA. Le montant est déjà en compensation. Tout est en ordre. Thomas Bernard. Car oui, c'était son nom. Thomas Bernard, héritier des Transports Bernard, lut les informations sur la tablette. Ses yeux parcoururent les lignes 1, 2, 3 fois, et puis il vit le nom Logistique Dubois SARL. Ce nom. Il connaissait ce nom. Le sang se glaça dans ses veines, des souvenirs commencèrent à surgir, des bribes de vieilles conversations, des réunions désespérées. Il y a 3 ans, quand les Transports Bernard avaient encore un certain prestige sur le marché. Quand il ne sombrait pas encore dans les dettes et la mauvaise gestion, son père, avant de décéder d'une crise cardiaque, avait tenté d'obtenir une réunion avec la PDG de Logistique Dubois. C'était une nouvelle entreprise qui avait grandi absurdement vite, qui prenait des contrats qui appartenaient auparavant au Transport Bernard. Le père de Thomas voulait proposer une fusion ou peut-être une vente, n'importe quoi pour sauver l'héritage familial. La réponse était venue par email, polie mais ferme. « Nous vous remercions de votre intérêt, mais Logistique Dubois ne recherche pas de partenariat ou d'acquisition pour le moment. » Thomas n'avait jamais découvert qui était la PDG de Logistique Dubois. Il avait supposé que c'était un homme plus âgé, peut-être quelqu'un avec des connexions politiques, de l'argent hérité, un entrepreneur expérimenté qui était entré sur le marché des transports avec le capital d'investisseurs. Jamais, à aucun moment, il n'avait imaginé que cela puisse être. Il leva les yeux de la tablette lentement, comme s'il avait peur de ce qu'il allait voir. Léa était là, en combinaison bleue sale de cambouis, les cheveux attachés en une simple queue de cheval, des baskets usées, sans maquillage, sans bijoux, sans aucun des symboles qui l'associaient à la richesse et au pouvoir. Mais ses yeux avaient cette certitude, cette solidité qui ne vient que de ceux qui ont construit quelque chose de vrai de leurs propres mains. « Vous » murmura-t-il, la voix rauque. Léa sourit pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à la vente aux enchères. Un petit sourire tranquille, mais chargé de sens. Autour d'eux, les gens avaient formé un cercle, tous voulant entendre cette conversation, tous sentant que quelque chose d'important se passait là. « PDG et fondatrice », répondit-elle calmement.
J'ai construit l'entreprise de zéro, en commençant par le Renault Magnum bleu que mon père m'a laissé quand il est décédé il y a 6 ans. Aujourd'hui, nous exploitons 847 camions propres dans 23 régions françaises. Nous réalisons un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros par an. Notre bénéfice net sur le dernier exercice a été de 47 millions d'euros. Chaque mot était comme un coup de poing dans l'estomac de Thomas. Il était pâle, tremblant, complètement brisé. Autour, les murmures étaient maintenant de surprise sincère, de respect même. Certaines personnes commencèrent à reconnaître le nom Logistique Dubois, à faire les liens, à comprendre l'ampleur de ce qu'elles étaient en train de vivre. Léa fit un pas vers Thomas, réduisant encore la distance entre eux. Quand elle parla, sa voix avait un poids qui fit tout le pavillon se taire pour écouter. « Et vous savez quel est mon secret, monsieur Bernard? Je comprends chaque vis, chaque système, chaque composant de mes camions. Je ne délègue pas l'entretien à des tiers en espérant qu'ils fassent du bon travail. Je supervise personnellement. C'est pourquoi ma flotte a 99,2% de disponibilité opérationnelle. » Elle fit une pause, laissant cela s'imprégner. Tandis que la vôtre, monsieur Bernard, n'en a que 64%. Je le sais parce que nous avons refusé 3 propositions de fusion ou d'acquisition des transports Bernard au cours des 2 dernières années. Votre entreprise est en faillite parce que vous traitez vos camions comme des chiffres sur un tableur et vos mécaniciens comme de la main-d'œuvre jetable. Vous n'avez jamais touché un outil de votre vie, jamais sali vos mains de cambouis, jamais compris que le cœur d'une entreprise de transport n'est pas au bureau, il est à l'atelier. Le silence était sépulcral. Thomas Bernard, l'homme qui avait humilié Léa publiquement une demi-heure auparavant, était complètement détruit. Il n'y avait pas de réponse possible, pas de défense. Tout ce qu'elle avait dit était vrai, et il le savait. Pire, tout le monde là-bas le savait aussi maintenant. Thomas Bernard était figé là, debout, au milieu du pavillon, entouré de plus de 200 personnes qui avaient été témoins de son humiliation complète. Il ouvrit la bouche, essaya de former des mots, mais rien ne sortit. Ses assistants autour semblaient également perdus, regardant le sol, les côtés, n'importe où, sauf le visage de leur patron. La honte était palpable, lourde comme du plomb dans l'air. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Thomas réussit à murmurer quelque chose qui ressemblait à un gémissement. « Je ne savais pas. Vous paraissez si jeune et vous étiez vêtue comme une mécanicienne. » Léa compléta la phrase avec douceur, mais il y avait de la fermeté. « Parce que je suis une mécanicienne, monsieur Bernard, et j'en suis très fier. » Elle fit un pas de plus vers lui, et Thomas recula instinctivement, comme si ces mots étaient des coups physiques. J'ai appris ce métier sur les routes de France avec mon père. Marc Dubois était chauffeur routier, un homme simple, qui a conduit le même Renault Magnum pendant 15 ans. Ma mère est décédée quand j'avais 3 ans, et mon père m'a élevé seul, m'emmenant dans tous les voyages, car il n'avait personne avec qui me laisser. À 8 ans, je savais déjà identifier un problème dans le système de refroidissement, rien qu'en écoutant le bruit du ventilateur. À 15 ans, je démontais et remontais un moteur complet. Sa voix était calme, mais chaque mot portait le poids d'une vie entière de lutte, d'apprentissage, de dépassement. Avec 3 500 € sur mon compte, j'aurais pu abandonner, vendre le vieux camion, trouver n'importe quel emploi. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai réparé ce Renault Magnum de mes propres mains. J'ai repris les routes de mon père et j'ai commencé à construire quelque chose, camion par camion, contrat par contrat, client par client. Autour, certaines personnes avaient des yeux humides. L'histoire de Léa touchait à quelque chose de profond, quelque chose sur la dignité et le travail honnête qui résonnait chez toute personne ayant déjà lutté pour quelque chose dans la vie. Je dormais dans la cabine pour économiser de l'argent, prenais ma douche dans les stations-service, mangeais des repas froids, et chaque centime que je gagnais, je le réinvestissais. J'ai acheté mon 2e camion en 8 mois, le 3e en 5 de plus, et je n'ai jamais cessé d'étudier. La nuit, après avoir conduit 12-14 heures,
Je lisais des manuels techniques de moteur, étudiais les systèmes d'injection électronique, les turbos, les boîtes de vitesse automatisées, tout seul. Elle fit une pause, regardant directement Thomas dans les yeux. C'est pourquoi je connais la différence entre un système Common Rail 1 800 bars et un 2500 bars, monsieur Bernard. C'est pourquoi je sais exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur, rien qu'en l'écoutant fonctionner. C'est pourquoi mon entreprise vaut ce qu'elle vaut, parce que je connais le métier pour de vrai. Pas seulement les rapports financiers qui arrivent sur mon bureau. Je connais chaque vis, chaque système, chaque défi. Et c'est pourquoi je respecte profondément chaque mécanicien, chaque chauffeur qui travaille avec moi, parce que je connais leurs valeurs. Je sais que sans eux, je ne serais rien. Thomas réussit finalement à parler. La voix faible, brisée. Je vous demande pardon. Je n'avais pas le droit de vous parler de cette manière. J'ai été arrogant, j'ai été plein de préjugés, Il ne put continuer. Des larmes commencèrent à couler sur son visage et il ne fit aucun effort pour les cacher. Là se tenait un homme complètement brisé, confronté à sa propre petitesse, à sa propre ignorance. Pour la première fois de sa vie peut-être, Thomas Bernard ressentait le poids réel de l'humilité. Léa aurait pu le laisser là, détruit, humilié devant tout le monde. Ce serait justice, n'est-ce pas? Après tout ce qu'il avait dit, comment il avait essayé de la rabaisser publiquement, elle avait tout le droit de lui tourner le dos et de le laisser sombrer dans sa propre honte. Mais en regardant cet homme pleurer, elle ne vit pas seulement l'entrepreneur arrogant qui l'avait sous-estimé. Elle vit le fils de quelqu'un, le petit-fils de quelqu'un, qui avait construit quelque chose avec un travail honnête et qui était maintenant perdu, noyé dans des privilèges qui ne lui avaient jamais appris la vraie valeur des choses. Et puis Léa fit quelque chose que personne n'attendait. « Monsieur Bernard, dit-elle doucement. Attendez. » Thomas avait commencé à se retourner pour partir, pour fuir, avant que l'humiliation ne devienne encore pire. Il s'arrêta, mais ne put la regarder. « J'ai acheté 50 camions aujourd'hui, » continua Léa. « Mais en réalité, je n'en ai besoin que de 35 pour l'expansion que je prévois pour le Sud-Est. Je veux vous faire une proposition. » Maintenant, Thomas se retourna, confus, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Une proposition ? Je vous vends les 15 camions restants à prix coûtant, soit 620 000 € chacun, ce qui fait 3 millions d'euros au total. Vous pouvez payer en 36 mois sans intérêt. » Le murmure reprit dans le pavillon. Les gens n'en croyaient pas leurs oreilles. Après tout, elle lui offrait de l'aide. Thomas semblait également choqué. « Pourquoi ?» réussit-il à demander. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Léa respira profondément avant de répondre. Et quand elle parla, il y avait une émotion sincère dans sa voix. « Parce que votre grand-père, Joseph Bernard, a fondé les Transports Bernard en 1974 avec un seul Renault Midliner et beaucoup de travail. Mon père m'a raconté son histoire une fois lors d'un long voyage de Paris à Lyon. Il m'a dit que Joseph Bernard était l'un des chauffeurs routiers pionniers de la Nationale 7, qu'il a aidé à construire les routes commerciales qui maintiennent aujourd'hui la France en marche. Des hommes comme lui et comme mon père ont pavé ce pays de sueur et de dignité. » Elle fit un pas vers Thomas. « Je ne laisserai pas l'héritage de votre grand-père mourir à cause de l'arrogance de son petit-fils, mais vous devrez apprendre l'humilité de la manière la plus difficile, et c'est pourquoi il y a une deuxième condition. »« Laquelle ?» demanda Thomas, la voix encore tremblante. « Vous travaillerez personnellement 3 mois à l'atelier de maintenance de logistique du bois. Vous apprendrez la mécanique de base des moteurs diesel, vous changerez l'huile, vous réviserez les freins, vous vous salirez les mains de cambouis pour de vrai, vous comprendrez ce qui fait réellement fonctionner une entreprise de transport. Et seulement après ces 3 mois, après que vous aurez compris la valeur de chaque personne qui travaille dans votre entreprise, alors seulement je libérerai la vente des camions. » Le silence dans le pavillon était total. Personne ne bougeait un muscle, tous attendant la réponse de Thomas. Il resta là, immobile, traitant ce qu'il venait d'entendre.
3 mois à travailler comme mécanicien. Lui qui avait un MBA, qui avait une entreprise à son nom, qui conduisait une Porsche 911 Carrera S de près d'1 million d'euros. La première réaction instinctive fut l'indignation. Comment osait-elle proposer une chose pareille? Mais alors, il regarda autour de lui, vit les visages des personnes qui avaient tout vu, vit l'expression sur les visages de ses propres assistants, un mélange d'espoir et de peur pour l'avenir de l'entreprise. Il pensa à Léa, cette jeune femme de 24 ans, avec 3 500 € sur son compte et 380 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, qui avait fait tout cela sans jamais perdre l'humilité, sans jamais oublier d'où elle venait. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Thomas Bernard eut un moment de clarté absolue. Il réalisa qu'il ne savait rien, absolument rien. Il avait un diplôme accroché au mur, mais n'avait pas de connaissances réelles. Il avait hérité d'une entreprise, mais n'avait rien construit. Il avait jugé les gens sur leur apparence, mais n'avait pas la moindre idée de leur vraie valeur. « J'accepte », dit-il, la voix ferme pour la première fois depuis que Léa avait révélé qui elle était. « J'accepte de travailler dans votre atelier. J'accepte d'apprendre et j'accepte que je dois changer complètement si je veux sauver l'entreprise de mon grand-père. » Léa tendit la main. Thomas la regarda, cette petite main marquée par des callosités de longues années à tenir des outils, avec encore du cambouis sous les ongles, même si elle s'était nettoyée avant la vente aux enchères. Et il serra cette main avec respect, avec gratitude, avec l'humilité de celui qui avait enfin compris la leçon la plus importante de la vie. La valeur d'une personne ne réside pas dans le costume qu'elle porte ou la voiture qu'elle conduit, mais dans le savoir qu'elle possède, le travail qu'elle accomplit et la dignité avec laquelle elle traite les autres. Lundi, 7 heures du matin, dit Léa, atelier central de logistique Dubois à Lyon. Portez des vêtements que vous pouvez salir. Et Monsieur Bernard, préparez-vous à travailler pour de vrai. 18 mois plus tard, un matin d'octobre 2026, se leva avec un ciel bleu clair sur Nice, Côte d'Azur. La chaleur était déjà intense à 9 heures du matin, typique du sud-est français, mais une brise douce venant de l'océan rendait le tout plus agréable. Dans une zone industrielle près de Nice, à environ 40 km du centre de la capitale azuréenne, quelque chose d'historique se produisait pour Logistique Dubois. L'inauguration du nouveau centre de distribution régionale était le plus grand investissement que Léa avait fait jusqu'à ce moment-là, 85 millions d'euros en infrastructures, technologie et recrutement. Le complexe occupait une superficie de 120 000 m² et comprenait un atelier mécanique de dernière génération, un parc pour 180 camions, un centre administratif, et même des logements pour les chauffeurs qui devaient passer la nuit entre deux voyages. Cette opération allait employer 450 personnes, directement, mécaniciens, chauffeurs, personnel administratif, personnel logistique et consoliderait la présence de Logistique Dubois dans tout le sud-est. Léa était sur la scène installée devant le bâtiment administratif aux côtés des autorités locales, des représentants du secteur des transports et de toute son équipe de direction. Elle portait un tailleur simple, bleu marine, mais dans la poche de son pantalon, elle transportait toujours une petite pince, une manie qu'elle n'avait jamais perdue, un symbole que, peu importe la croissance de l'entreprise, elle ne s'éloignerait jamais de la mécanique qui l'avait menée là. Mais ce qui attirait le plus l'attention sur cette scène n'était pas Nathalie, c'était l'homme à ses côtés. Philippe Dubois, maintenant âgé de 41 ans, était méconnaissable par rapport à cet homme d'affaires arrogant de la vente aux enchères. Il avait vendu sa Mercedes AMG des mois auparavant et acheté un pick-up Fiat, simple, blanc, du genre que l'on voit sur les chantiers et dans les ateliers. Il portait une chemise sans cravate et ses mains, autrefois douces et soignées, avaient maintenant de vraies callosités. Des callosités de quelqu'un qui avait tenu des clés à molette, qui avait vidangé des moteurs, qui avait passé des heures sous des camions à faire de l'entretien. Les 3 mois que Nathalie avait imposés comme condition s'étaient transformés en 6, puis en 1 an. Et maintenant, Philippe était officiellement le responsable de la maintenance de la succursale de Lyon de Logistique Moreau.
La transformation avait été profonde, véritable, permanente. Il avait appris non seulement la mécanique, mais le respect. Il avait appris non seulement la technique, mais l'humilité. Et plus important encore, il avait appris que diriger, ce n'est pas être au-dessus des gens, mais à leur côté, comprenant leurs difficultés, valorisant leur travail. Les transports du bois n'avaient pas fermé leurs portes. Avec les 15 camions Mercedes que Nathalie avait vendus, avec le conseil en gestion que l'équipe de logistique Moreau avait fourni et, principalement, avec le changement complet de mentalité de Philippe, l'entreprise avait réussi à se relever. Ce n'était plus un géant. Elle s'était transformée en une entreprise de transport régional spécialisée, axée sur les trajets courts entre la région Rhône-Alpes et l'Île-de-France, avec 45 camions et 120 employés. Elle était plus petite, mais elle était saine, elle était rentable, et principalement, elle était respectueuse envers ceux qui faisaient réellement le travail. Quand vint l'heure des discours, Nathalie appela Philippe au microphone. Il respira profondément, regarda les centaines de personnes réunies là, nouveaux employés, autorités, presse, partenaires commerciaux, et commença à parler. Il y a 1 an et demi, commença-t-il d'une voix ferme, mais émue, j'étais la personne la plus arrogante que vous puissiez imaginer. J'avais un diplôme universitaire, et je pensais que cela me rendait meilleur que les personnes qui comprenaient réellement le travail. Je conduisais une voiture de près de 200 000 €, et je pensais que l'argent était une mesure de la valeur humaine. Je regardais les mécaniciens, les chauffeurs, les travailleurs manuels, et je les considérais comme inférieurs. Il fit une pause, les yeux cherchant Nathalie sur la scène. Et puis, j'ai rencontré Nathalie Moreau, et elle m'a donné la plus grande leçon d'humilité de ma vie. Elle aurait pu simplement m'humilier et me tourner le dos. Je le méritais, mais elle a fait quelque chose de bien plus puissant. Elle m'a donné une chance d'apprendre, de changer, de devenir une meilleure personne. Quelques personnes dans la plateforme essuyaient des larmes. L'histoire de Philippe et Nathalie s'était répandue dans le secteur des transports ces derniers mois. Elle était devenue presque une légende, la mécanicienne devenue PDG et l'homme d'affaires arrogant qui avait appris l'humilité. J'ai passé 1 an à travailler dans l'atelier de logistique Moreau, continua Philippe, et ce fut l'année la plus importante de ma vie. J'ai appris à vidanger l'huile, à réviser les freins, à diagnostiquer les problèmes sur les moteurs diesel. Mes mains sont devenues calleuses, mes vêtements se sont tachés de graisse, et pour la première fois, j'ai compris ce que signifie travailler vraiment. J'ai compris la valeur de chaque personne qui maintient un camion sur la route. J'ai compris qu'il n'y a pas de petit travail, il y a du travail mal valorisé. Il regarda la plateforme, tenant à établir un contact visuel avec les mécaniciens qui étaient là. Aujourd'hui, je sais que peu importe combien de diplômes vous avez, combien d'argent vous avez hérité ou quel poste figure sur votre carte de visite, ce qui importe, c'est ce que vous construisez de vos propres mains, la connaissance réelle que vous possédez et surtout le respect avec lequel vous traitez les gens. Nathalie me l'a enseigné non pas avec des mots, mais par l'exemple. Elle, qui a bâti un empire à partir de rien, n'a jamais perdu son humilité. Elle, qui a des centaines de millions d'euros d'actifs, porte encore une combinaison de mécaniciens et inspecte personnellement ses camions. Elle est la preuve vivante que la grandeur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes. Les applaudissements furent assourdissants. Philippe descendit de la scène, les larmes aux yeux, et Nathalie l'embrassa. C'était une étreinte sincère, de respect mutuel, de 2 personnes qui avaient parcouru des chemins très différents, mais qui comprenaient maintenant la même valeur fondamentale, la dignité au travail. Après la cérémonie, lorsque les autorités étaient déjà parties et qu'il ne restait que les employés pour le barbecue de confraternisation, Nathalie se dirigea vers le nouvel atelier. L'odeur de graisse, de pneus, de métal était réconfortante comme une étreinte. Elle passa la main sur l'un des outils accrochés au mur, une clé à molette de 60 cm, identique à celle que son père utilisait sur le Scania 113. Et là, dans ce moment de silence, elle murmura « Nous y sommes arrivés, papa. Nous avons réussi et nous n'avons jamais oublié d'où nous venions. »
Dehors, le soleil de Provence brillait fort sur les 120 camions Mercedes-Benz Actros stationnés, chacun avec le logo Logistique Moreau sur les côtés. Et à l'entrée principale du complexe, une plaque de bronze portait une phrase que Nathalie avait choisie personnellement. Construit avec un travail honnête, maintenu avec un savoir-faire véritable, en mémoire de Michel Moreau et de tous les chauffeurs routiers qui ont pavé les routes de France avec dignité. Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir combien de camions vous possédez ou combien d'argent se trouve sur votre compte. Il s'agit d'honorer ceux qui nous ont précédés, de valoriser ceux qui travaillent à nos côtés et de construire quelque chose qui dure non seulement pour les profits, mais pour le respect et la dignité avec lesquels il a été bâti.